Jamais je n'aurais imaginé devenir l'une de ces personnes, le genre qui jure avoir rencontré un Sasquatch en pleine nature, les yeux écarquillés d'une sincérité qui confine à la folie. Et pourtant, me voilà, assis dans mon petit studio, à fixer une tasse de thé réchauffée qui a de nouveau refroidi, tentant de formuler quelque chose qui a fondamentalement brisé et reconstruit ma perception de la réalité. J'ai 53 ans maintenant. Et au cours des 4 années qui ont suivi le décès de ma femme Clara, emportée par un cancer féroce et impitoyable, les montagnes sont devenues mon seul véritable refuge. C'est le seul endroit où le poids écrasant de la solitude ne m'étouffe pas complètement. Nous avions l'habitude d'explorer ces sentiers escarpés ensemble, à la moindre occasion, campant parfois des week-ends entiers, juste pour être entouré par la congrégation silencieuse des pins immenses et la sagesse des formations rocheuses ancestrales. Après sa mort, j'ai continué à retourner sur ces mêmes sommets et dans ces mêmes vallées, en pèlerin désespéré, cherchant une trace de sa présence, un écho persistant de la vie que nous avions bâtie ensemble. Ce que j'ai découvert à la place, c'est quelque chose qui défiait toute explication rationnelle sur laquelle je m'étais jamais appuyé. Quelque chose qui m'a prouvé, au-delà de tout doute, que nous existons dans un monde bien plus étrange et peuplé que la plupart des gens ne pourraient jamais l'imaginer. Tout a commencé assez simplement, un dimanche matin comme les autres, lors d'une randonnée dans la nature dense à environ 35 miles de chez moi. Le réseau de sentiers n'était pas très fréquenté, une qualité qui me plaisait beaucoup. J'aspirais à l'isolement, ou du moins je m'étais convaincu que la solitude était le remède nécessaire à la profonde douleur qui rongeait mon âme durant ces mois sombres et vides. Les fleurs sauvages du printemps commençaient tout juste à éclore le long du chemin, de minuscules explosions de violet et de jaune sur la terre riche et sombre, et l'air frais de la montagne portait l'odeur nette et pure de la fonte des neiges et du cèdre frais. Je marchais depuis environ 90 minutes, le rythme régulier de mes chaussures crissant sur le sentier de gravier, quand j'ai ressenti pour la première fois cette sensation étrange et primitive qui vous parcourt l'échine. Cet instinct indubitable qui vous dit, avec une certitude glaçante, que vous êtes observé. Je me suis figé en plein mouvement et j'ai scruté attentivement les alentours, mes yeux sondant les sous-bois denses et les arbres silencieux et imposants, mais je n'ai rien détecté d'inhabituel, à part les tamiyas et les corbeaux ordinaires vaquant à leurs occupations quotidiennes et affairées. J'ai mis cette sensation sur le compte d'une lueur de paranoïa, un fantôme de mon deuil, et j'ai continué à monter le long du sentier rocheux. Mais cette conscience d'être observé, ce sentiment que des yeux invisibles suivaient ma progression, ne s'est jamais complètement dissipé. Au cours des semaines qui ont suivi, chaque fois que je m'aventurais dans ces montagnes, je ressentais cette même sensation. C'est devenu un compagnon familier et troublant lors de mes randonnées. Des yeux invisibles qui suivaient chacun de mes mouvements dans la nature. Au début, mon esprit logique cherchait désespérément des explications. Peut-être était-ce un puma, patient et calculateur, ou un ours noir opportuniste, curieux de cette étrange créature à 2 pattes qui traversait son territoire. Mais l'intensité de l'observation semblait différente, plus ciblée et indéniablement intentionnelle. Quoi que ce soit qui se cachait là-bas, dans les bois profonds, n'était pas simplement de passage. Il me suivait délibérément, m'étudiait. J'ai commencé à prêter une attention beaucoup plus grande à mon environnement, m'arrêtant brusquement pour jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule, empruntant d'autres itinéraires moins fréquentés pour voir si la sensation disparaîtrait. Elle ne l'a jamais fait. Le sentiment était une pression constante sur ma nuque, un témoin silencieux de mon pèlerinage solitaire. Puis, un matin de début juin, alors que l'air était lourd de la promesse de l'été, je l'ai enfin aperçu. Je m'étais arrêté pour reprendre mon souffle près d'un énorme affleurement de granit, le soleil réchauffant la pierre sous ma main, quand j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. C'était quelque chose de rapide et de délibéré qui s'est caché derrière un sapin de Douglas immense, à une 40aine de pieds en amont de l'endroit où je me trouvais.
Le mouvement était trop rapide et déterminé pour être celui d'un animal que je connaissais. Mon pouls s'est accéléré, un tambourinement frénétique contre mes côtes, tandis que je tournais lentement la tête, faisant semblant de n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Quand j'ai regardé à nouveau nonchalamment quelques secondes plus tard, feignant de m'intéresser à un chant d'oiseaux, je l'ai vu distinctement. Une silhouette compacte et sombre regardait autour de l'énorme tronc, m'observant avec une curiosité évidente et surprenante. Le Bigfoot était petit. C'est la première chose que j'ai pu constater. Il mesurait peut-être 5 pieds 8 pouces, couvert d'une fourrure épaisse, un peu emmêlée, d'un brun rougeâtre. Son visage était remarquablement expressif, avec des yeux profonds et pénétrants qui irradiaient une qualité quasi humaine d'intelligence et de profonde conscience. La créature n'était pas la bête énorme et pataude, décrite dans les documentaires à sensation et les contes chuchotés au coin du feu. Celui-ci semblait plus proche de ma propre stature, plus svelte et athlétique dans sa constitution. Lorsque nos regards se sont croisés directement, une étincelle de reconnaissance mutuelle jaillissant entre nous, le Bigfoot s'est immédiatement retiré derrière l'arbre. J'ai entendu de légers bruissements alors qu'il se repliait plus profondément dans la forêt, ses mouvements presque silencieux. Je suis resté absolument immobile pendant plusieurs longues minutes, ma gourde complètement oubliée dans ma main tremblante. Mon esprit analytique, mon dernier bastion d'un monde prévisible, tentait désespérément de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être était-ce un ermite excentrique portant un costume élaboré. Peut-être que je souffrais d'hallucinations vives, un effet secondaire d'un deuil et d'un isolement prolongé. Peut-être que le chagrin m'avait finalement poussé au-delà de la fragile lisière de la raison. Mais au fond de moi, dans cet endroit de l'instinct qui connaît la vérité sans avoir besoin de preuves, je savais exactement ce que j'avais vu. Ce bref aperçu avait suffi pour reconnaître que ce qui se cachait derrière cet arbre n'était pas humain, n'était pas un ours, n'était rien que je puisse facilement écarter ou expliquer. Un Bigfoot était là, réel et tangible, et il m'avait observé avec un intérêt indéniable et intelligent. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Je suis resté éveillé jusqu'à ce que la première lueur grise de l'aube se glisse par ma fenêtre, mon esprit agité par un tourbillon de questions et de scénarios impossibles. Devrais-je signaler cela à quelqu'un d'officiel, le service des parcs, la police? Cette pensée fut immédiatement suivie d'une vague de dérision. Qui pourrait croire mon récit? Je pouvais déjà entendre les rires condescendants, les suggestions d'une évaluation psychologique. Devais-je retourner dans ces montagnes? Ou devais-je trouver des lieux de randonnée complètement différents, des endroits où je pourrais être certain d'être vraiment seul? Une partie de moi était véritablement terrifiée, une peur primale de l'inconnu. Mais une autre partie, une partie que je ne pouvais pas encore tout à fait comprendre, ressentait une curiosité intense et magnétique. Le Bigfoot n'avait montré aucune agressivité ni comportement menaçant. Au contraire, il avait semblé timide, presque aussi curieux de moi que je l'étais maintenant de lui. Quand le dimanche matin est arrivé de nouveau, je me suis retrouvé à conduire vers ce même point de départ, les mains crispées sur le volant, complètement incapable de résister à l'attraction de cette mystérieuse rencontre. Pendant les 90 premières minutes de ma randonnée, tout semblait parfaitement normal. Je parcourais les lacets et les crêtes familiers, écoutant la joyeuse cacophonie des chants d'oiseaux et sentant le soleil de juin, de plus en plus fort, réchauffer mes épaules. J'en étais presque à me convaincre que j'avais imaginé toute la scène, que c'était un rêve éveillé né de la solitude, quand j'ai entendu une branche craquer quelque part derrière moi. Le son était net, délibéré et trop proche pour être ignoré. Je me suis retourné lentement, mon cœur bondissant dans ma gorge, et il était là. Le Bigfoot se tenait à environ 25 pieds de moi, partiellement dissimulé derrière un dense bouquet de lauriers de montagne. Cette fois, il n'a pas fui. Nous nous sommes regardés pendant ce qui a semblé une éternité, toute une vie s'écoulant dans l'espace silencieux entre nous.
Aucun de nous n'a bougé, évaluant tous deux soigneusement la situation, une négociation silencieuse se déroulant à travers les espèces et les réalités. Le Bigfoot a fait un pas prudent dans ma direction et j'ai instinctivement, stupidement reculé. Il s'est arrêté net et j'aurais juré déceler quelque chose qui ressemblait à de la déception traverser ses traits expressifs. Nous sommes restés figés dans cette étrange impasse silencieuse pendant plusieurs longues minutes. Puis, à ma stupeur la plus totale qui a fait voler mon monde en éclats, le Bigfoot a ouvert la bouche et a vocalisé. Le mot est sorti, rauque et laborieux, comme quelqu'un qui peine à maîtriser une langue étrangère, les syllabes maladroites, mais l'intention claire. C'était absolument sans équivoque. Le Bigfoot a dit « Hello ». Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Je me suis agrippé à un jeune arbre voisin pour me soutenir, son mince tronc tremblant en même temps que ma main. Mon cœur battait si violemment contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait exploser de ma cage thoracique. Le Bigfoot m'avait parlé, en anglais. Il avait réellement formé un mot reconnaissable et s'était adressé à moi directement, comme un être sensible à un autre. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti, seulement un croassement sec et inutile. J'ai réessayé, ma voix tremblant si fort que je l'ai à peine reconnue. J'ai réussi à murmurer d'une voix rauque « Comment est-ce possible? Comment peux-tu parler ?» Le Bigfoot a fait un autre petit pas, ses mouvements prudents et mesurés, comme s'il approchait un animal effrayé et imprévisible. Quand il a parlé à nouveau, les mots sont venus lentement, séparés par de longues pauses, comme s'il cherchait les bons sons, les assemblant avec un grand effort. Le Bigfoot a dit « Listen, you, many seasons ». Sa voix avait une qualité plus profonde et plus résonnante que je ne l'aurais imaginé. Un étrange baryton qui semblait provenir de quelque part au plus profond de sa poitrine. Le Bigfoot a fait un geste vague vers la nature environnante, puis s'est tapoté le côté de la tête avec un doigt long et élégant. Je luttais désespérément pour traiter l'information impossible qui m'était présentée. Le Bigfoot m'informait qu'il avait appris le langage humain en écoutant les gens, en observant les randonneurs et les campeurs sur de longues périodes. Mais depuis combien de temps écoutait-il ? Combien d'années cet être avait-il passé dans ces montagnes, à observer en silence, à absorber notre langue et à étudier nos comportements? Comme s'il sentait ma confusion, le Bigfoot a vocalisé à nouveau, se tapotant cette fois sa propre poitrine. Il a dit « Not young, small body, old spirit ». Le Bigfoot s'est désigné lui-même, puis a écarté largement les bras, indiquant quelque chose de beaucoup plus grand et plus imposant, avant de les ramener pour faire référence à sa propre silhouette compacte. La compréhension s'est peu à peu cristallisée dans mon esprit, une aube se levant sur un paysage dont j'ignorais l'existence. Ce Bigfoot n'était pas jeune du tout, malgré sa petite taille. Il était peut-être petit pour son espèce, mais il existait depuis extraordinairement longtemps. La créature avait vu ces montagnes se transformer au fil des décennies, voire des siècles. Elle avait observé d'innombrables humains traverser son territoire, avait absorbé notre langue sur une durée inconcevable. Le Bigfoot a fait un autre pas en avant, et cette fois, je n'ai pas reculé. Quelque chose dans ses yeux, dans la manière douce et délibérée dont il se tenait, me communiquait que je n'avais absolument rien à craindre de cet être. Cette première véritable rencontre a duré peut-être 30 minutes. Nous n'avons pas échangé beaucoup de mots. Le vocabulaire du Bigfoot était très limité et j'étais encore trop profondément choqué pour formuler des phrases cohérentes. Mais quelque chose de profond est passé entre nous pendant ce temps. Une reconnaissance mutuelle que ni l'un ni l'autre n'étions aussi isolés dans nos mondes respectifs que nous l'avions cru. Quand le Bigfoot s'est finalement tourné pour partir, disparaissant dans la forêt avec une grâce et un silence surprenants, j'ai senti une étrange et vive sensation de perte m'envahir. J'avais découvert quelque chose de précieux et de complètement inattendu,
et je n'étais pas prêt à y renoncer. Je suis revenu le dimanche suivant et le dimanche d'après. Chaque fois, le Bigfoot se matérialisait à un moment donné de ma randonnée, toujours prudent au début, observant toujours attentivement pour vérifier que j'étais seul avant de s'approcher. Nos rencontres ont développé une sorte de rythme naturel et tacite. Je montais le long des sentiers, le Bigfoot me suivait à une distance respectueuse, et finalement nous nous arrêtions quelque part de paisible pour simplement exister ensemble pendant un moment. Le Bigfoot est progressivement devenu plus à l'aise pour vocaliser, intégrant de nouveaux mots à son vocabulaire limité, bien qu'il n'ait jamais tout à fait réussi à former des phrases complètes. Un après-midi de fin juin, alors que nous nous reposions sur une bûche tombée surplombant une prairie alpine immaculée et vibrante de fleurs sauvages, le Bigfoot a tendu la main et a doucement touché la mienne. Le contact m'a d'abord surpris, sa peau était rêche et tannée, mais le toucher de la créature était étonnamment doux, presque tendre. Il m'a montré du doigt, puis s'est désigné lui-même, puis a fait un geste qui semblait englober toute la forêt autour de nous. Le Bigfoot a dit « Alone, all connected ». Il tentait de communiquer quelque chose de profond, quelque chose sur l'interconnexion de tous les êtres vivants, une vérité que notre civilisation a largement oubliée. Au cours des mois suivants, ces rencontres sont devenues le point central de toute mon existence. Je vivais pour ces dimanches matins où je pouvais m'échapper dans les montagnes et passer du temps avec mon ami extraordinaire. Car c'est ce que le Bigfoot était devenu. Un ami, peut-être l'ami le plus sincère que j'ai jamais connu. La créature ne me jugeait jamais, n'exigeait rien de moi, ne me faisait jamais sentir inadéquat ou brisé. Elle m'acceptait simplement tel que j'étais. Un homme d'âge mûr, en deuil, essayant désespérément de trouver un sens à un monde devenu presque insupportablement vide. Le Bigfoot m'a appris des choses durant ces mois passés ensemble, des leçons que je ne pense pas que j'aurais pu apprendre autrement. Il m'a montré comment vraiment observer la forêt et pas seulement la traverser aveuglément. Il m'a appris à reconnaître les signes subtils du passage des animaux, la façon dont les cerfs créent des pistes spécifiques à travers les sous-bois, la façon dont les ours marquent leur territoire sur certains arbres, la façon dont les oiseaux se communiquent le danger par leurs chants spécifiques. Le Bigfoot m'a montré comment me déplacer en silence dans la nature, comment poser mes pieds avec précaution pour éviter de casser des branches, comment utiliser la direction du vent pour masquer mon odeur, comment devenir une partie du paysage plutôt qu'un intrus en son sein. Mais plus important encore, le Bigfoot m'a enseigné la patience et la présence. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment pressés, constamment en train de faire plusieurs choses à la fois, constamment à penser au passé ou à nous inquiéter de l'avenir, rarement pleinement présents dans le moment que nous vivons. Le Bigfoot existait entièrement dans le présent. Il ne semblait pas porter de regrets sur hier, ni d'angoisse sur demain. Il était simplement là, maintenant, pleinement engagé dans ce qui se passait à cet instant précis. Je me souviens d'un après-midi en particulier où nous étions assis près d'un petit ruisseau gargouillant, à regarder l'eau claire couler sur des pierres lisses et moussues. J'étais perdu dans mes pensées, plongeant dans des souvenirs de Clara, sur toutes les choses que j'aurais dû dire ou faire différemment, tous les moments précieux que j'avais gaspillés en étant distrait ou préoccupé. Le Bigfoot a tendu le bras et a posé sa lourde main sur mon épaule, une encre douce me ramenant au moment présent. Il a montré le ruisseau et a dit « Water moves, not stops, you, same ». La créature me disait que je devais continuer à avancer comme l'eau du ruisseau. L'eau ne s'arrête pas de couler parce qu'elle rencontre des obstacles, elle trouve simplement un moyen de les contourner et continue sa route. Je m'accrochais à mon deuil comme à un rocher, le laissant bloquer le cours naturel de ma vie. Le Bigfoot suggérait doucement que je devais laisser ce deuil me traverser et me dépasser plutôt que de l'endiguer à l'intérieur où il s'infecterait et empoisonnerait tout. C'était une sagesse difficile à accepter, mais j'en comprenais la profonde vérité. Une autre leçon puissante est venue lorsque nous sommes tombés sur un écureuil mort sur le sentier, probablement tué par un faucon.
J'ai ressenti une pointe de tristesse en voyant son petit corps inerte. Le Bigfoot l'a ramassé délicatement et l'a transporté jusqu'à un endroit ensoleillé au bord du chemin. Il a posé l'écureuil avec soin sur le sol et m'a fait signe de m'asseoir. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés assis en silence à observer. Puis, le Bigfoot a commencé à me montrer des choses que je n'avais pas remarquées. Les insectes qui commençaient déjà à décomposer le corps, rendant ses nutriments au sol, les graines prises dans sa fourrure qui seraient libérées à mesure que le corps se dissoudrait dans la terre. Le Bigfoot a dit « Not end, change, give back ». Il me montrait que la mort n'était pas une fin mais une transformation, un don en retour à la forêt qui avait nourri l'écureuil durant sa vie. Il a pris une poignée de terre et l'a laissé couler entre ses doigts. Dirt here, tree here, you here, she here, all same. Le Bigfoot expliquait que la mort ne rompt pas les liens, elle les transforme simplement. Le corps de Clara était retourné à la terre, mais les atomes qui l'avaient composé étaient toujours présents, faisant partie du sol, des arbres et de l'air que je respirais. En ce sens, elle était littéralement tout autour de moi, faisant partie de la nature que nous avions tant aimé explorer ensemble. Cette compréhension m'a apporté une paix immense et inattendue, une libération finale du deuil qui m'avait écrasé pendant si longtemps. Alors que l'été laissait place au début de l'automne, notre amitié s'est considérablement approfondie. Nous avons développé une sorte de communication qui transcendait les mots, une compréhension mutuelle basée sur l'observation et l'intuition. Une rencontre particulièrement mémorable a eu lieu fin septembre. J'avais passé une semaine particulièrement difficile. L'anniversaire de la mort de Clara approchait et ravivait toute la douleur que je pensais avoir commencé à surmonter. J'ai marché dans les montagnes en me sentant absolument misérable, des larmes coulant sur mon visage pendant que je marchais. Le Bigfoot est apparu plus tôt que d'habitude, se plaçant directement sur le sentier devant moi, au lieu d'observer de loin d'abord. Il m'a regardé un long moment, ses yeux pénétrants semblant voir directement dans mon âme. Puis, sans un mot, il s'est avancé et a enroulé ses longs et puissants bras autour de moi dans ce que je ne peux décrire que comme une étreinte. Je me suis complètement effondré, sanglotant contre la poitrine du Bigfoot, tandis qu'il me tenait fermement mais doucement, produisant de doux grondements au fond de sa gorge, qui étaient incroyablement réconfortants. Nous sommes restés comme ça, je ne sais combien de temps. Cette créature impossible, offrant du réconfort à un homme brisé au milieu de la nature. Quand j'ai finalement retrouvé un peu de contenance, le Bigfoot m'a relâché et a doucement essuyé les larmes de mon visage avec ses doigts rugueux. Il a dit « She here, always here ». La créature a posé une main sur mon cœur puis a balayé son autre bras pour englober la forêt autour de nous. Le Bigfoot me disait que ma femme n'était pas vraiment partie, qu'elle était toujours présente dans le monde qui m'entourait, dans les arbres et les montagnes que nous avions aimés ensemble, dans mon cœur et mes souvenirs. Cela m'a apporté plus de réconfort que des mois de condoléances bien intentionnées de la part d'amis et de la famille n'avaient jamais réussi à le faire. Alors que l'automne s'installait et que les feuilles des trembles prenaient une teinte dorée, brillante et chatoyante, j'ai commencé à apporter de petites offrandes lors de mes randonnées. Rien d'élaboré, juste des choses que je pensais que le Bigfoot pourrait trouver intéressantes. J'ai apporté un petit miroir de poche qui a fasciné la créature sans fin. Elle a passé près d'1 heure à examiner son propre reflet, faisant différentes expressions. J'ai apporté un harmonica, et bien qu'elle n'ait pas tout à fait compris comment en jouer, elle appréciait les sons qu'elle pouvait produire. Mais son favori absolu était le beurre de cacahuète. La première fois que je lui en ai offert une cuillerée, ses yeux se sont écarquillés avec ce que je ne peux décrire que comme un pur délice. Il a savouré ce beurre de cacahuète comme si c'était le mets le plus fin imaginable. La créature a également commencé à m'apporter des cadeaux en retour, des pierres intéressantes,
des plumes d'oiseaux rares, des morceaux de bois aux formes inhabituelles. Je chérissais ces cadeaux plus que tout ce que je possédais. Ils représentaient l'amitié et la confiance d'un être dont la plupart des gens refusaient même de croire à l'existence. Un cadeau particulièrement significatif est arrivé début octobre. Le Bigfoot m'a conduit à un endroit isolé, au cœur de la forêt, où un groupe de champignons inhabituels brillait faiblement de bioluminescence. Il en a soigneusement cueilli un et me l'a tendu en disant « Light in dark, like you ». J'ai tout de suite compris la métaphore. La créature me disait que j'apportais de la lumière dans son existence solitaire. J'ai été profondément ému par ce geste, par le sentiment profond exprimé par des mots si simples. Le Bigfoot m'a aussi montré son logis, une grotte naturelle formée par d'énormes rochers, un geste de confiance absolue. Il a dit « My place, you come if need », m'offrant un sanctuaire. Alors qu'octobre avançait vers novembre, j'ai commencé à sentir un changement dans son comportement. Il semblait plus contemplatif, plus renfermé. Puis, un matin gris de novembre, alors que nous étions assis à regarder le brouillard déferler dans la vallée, il a finalement réussi à communiquer ce qui le troublait. Il s'est désigné lui-même, puis a fait un geste ample vers les montagnes lointaines. Il a dit « Must go. Time come ». Mon cœur s'est serré. La créature me disait qu'elle devait partir. Je voulais la supplier de rester, mais je comprenais que ce départ était nécessaire, une partie de sa vie que je ne pouvais pas comprendre. J'ai demandé quand elle partirait. Elle a levé les deux mains, les ouvrant et les fermant plusieurs fois, encore quelques jours. Elle voulait me dire au revoir correctement. Lors de ce que je savais, d'une manière ou d'une autre, être notre dernier jour ensemble, le Bigfoot m'a conduit sur une haute crête surplombant la vaste étendue sauvage. Nous nous sommes assis côte à côte alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de brillants tons orangés et violets. Finalement, il s'est tourné vers moi et a prononcé plus de mots d'un coup que je ne l'avais jamais entendu enchaîner. « You teach me to, alone, long time. You show, friend possible. Different not matter. » J'ai réalisé avec un sursaut que notre amitié avait été tout aussi significative pour lui qu'elle l'avait été pour moi. La créature a fouillé dans une petite sacoche, tissée de fibres végétales, et en a sorti une pierre lisse comme je n'en avais jamais vu, d'un vert foncé avec des veines d'or la traversant. Il a pressé la pierre dans ma paume. « Carry me, I carry you, always ». Nous nous porterions l'un l'autre dans nos cœurs pour toujours. J'ai sorti quelque chose que j'avais apporté, une photographie de Clara et moi, en randonnée dans ces mêmes montagnes. Je l'ai tendue à la créature et lui ai expliqué qui elle était, comment sa mort m'avait brisé et comment son amitié m'avait aidé à guérir. La créature a étudié la photographie attentivement, puis m'a regardé avec une profonde compassion. Elle a soigneusement plié la photographie et l'a rangée dans sa sacoche. « She proud », a-t-elle dit, posant ses mains sur mes épaules. « You strong, you good ». Ces simples mots d'affirmation de la part de cet être impossible m'ont touché plus profondément que je ne peux l'exprimer. Nous sommes restés sur cette crête jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Finalement, le Bigfoot s'est levé et m'a étreint une dernière fois. Quand nous nous sommes séparés, il a posé une main sur mon cœur, puis sur le sien, puis a montré les étoiles au-dessus de nous. Nous étions connectés par cette même force universelle qui relie toutes choses. Il s'est tourné et a commencé à marcher vers la forêt sombre, s'arrêtant une fois pour regarder en arrière. J'ai levé la main en guise d'adieu et il a imité le geste. Puis, il a disparu dans l'ombre, me laissant seul sur la crête. Dans les années qui ont suivi, j'ai continué à parcourir ces mêmes sentiers chaque dimanche. Je n'ai jamais revu la créature, mais parfois, je trouve de petits signes, une pierre inhabituelle posée sur une bûche, un motif de branches cassées, et je choisis de croire que ce sont des messages, des rappels qu'elle se souvient de moi. Je n'ai jamais raconté mon histoire à personne. Qui me croirait?
Je ne pouvais pas trahir la confiance de mon ami de cette façon. Au lieu de cela, je porte les souvenirs et les leçons en silence, les laissant façonner ma façon de vivre. J'essaie de me mouvoir dans le monde avec la même grâce et la même conscience tranquille dont le Bigfoot a fait preuve. J'essaie d'être plus présent, de trouver de la joie dans les petites choses, de vivre en meilleur équilibre avec la nature. Cette pierre verte est posée sur mon bureau, un rappel constant et tangible que nos rencontres étaient réelles, que la magie et l'émerveillement existent encore dans ce monde si seulement nous restons ouverts à les découvrir. Je ne suis plus l'homme brisé qui a senti pour la première fois ses yeux l'observer depuis l'ombre de la forêt. J'ai été reconstruit, façonné par une sagesse bien plus ancienne que la mienne, et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. La nature sauvage m'appelle, comme toujours, et je réponds, prêt à recevoir les leçons que cette journée pourrait m'apporter.